Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. En fait, je faisais des études classiques d'histoire, et en particulier des recherches. Je préparais une thèse de doctorat en archéologie grecque sur les origines du vin en Asie mineure. C'est sans doute ça qui m'a donné envie d'aller plus loin sur le travail sur le vin. Et d'autre part, je suis une gourmande et une bonne cuisinière, et on ne boit pas de vin sans manger. Et donc ça m'a intéressé de faire le lien entre le pain, le vin, la nourriture à travers les siècles, parce que je trouve qu'actuellement il y a aussi un vrai malaise au niveau de notre nourriture, et je trouve que c'est important de retourner aux sources en fait. Alors, vous avez écrit un livre, mais est-ce que vous avez aussi d'autres journées comme ça où vous pouvez exprimer une connaissance? Oui, tout à fait, je fais des conférences quand on me contacte pour en faire, beaucoup aussi avec les universités du temps libre. Et puis, non, j'ai écrit 3 livres en fait. J'ai écrit celui sur les femmes et l'amour du vin, un autre qui s'appelle Le goût des légumes, et le 3e qui vient de sortir, là, il y a quelques mois, Le vin dans la cuisine. Est-ce qu'on y parle de la nourriture médiévale? Oui, à chaque fois. À chaque fois, on parle de la nourriture médiévale, parce que moi, je pars toujours des origines à nos jours. Donc, l'époque médiévale est une époque importante pour la nourriture. Et pour en fait, finalement, toutes nos recettes anciennes sont nées là, hein, nos pot-au-feu, nos daubes, nos ragoûts, etc. Nos pâtisseries également, tout ce qui est tarte et tourte. Et puis, c'est l'époque aussi, les moines ont planté la vigne, ont apporté de nouvelles cultures. Donc c'est quelque chose de c'est une époque extrêmement importante. Vous savez probablement qu'il en a venu des variétés anciennes et des fruits. Oui, elles existent encore beaucoup chez nous, on en retrouve sur les marchés locaux. Hier j'ai acheté une variété ancienne de prunes du Lot-et-Garonne qui s'appelle la datile, toute petite prune dente, extrêmement ferme et sucrée. Donc on peut les retrouver aussi chez des marchands ou des pépiniéristes ou des conservatoires. Et ça c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'elles ont évolué, elles ne sont plus du tout les mêmes fruits et légumes qu'au Moyen-Âge, ils sont devenus beaucoup plus beaux. Mais il y a un héritage extrêmement important, oui, tout à fait. Alors comment vous avez fait le lien entre vos connaissances et la journée d'aujourd'hui? Comment j'ai fait? Madame Larcher m'a demandé de venir parler du repas médiéval, et je l'ai vraiment axé sur Aliénor d'Aquitaine. C'est pour ça que j'ai montré les cuisines de Fontevraud. Voilà, vraiment rester sur cette période qui est une période bénie, parce qu'après c'est les guerres de 100 ans, c'est les guerres de religion, et là c'est terrible, les gens meurent de faim, les cultures sont détruites, les villes sont détruites. Donc on est dans une période où encore la nourriture a beaucoup d'importance, elle est très bonne, et les gens mangent à leur faim, ce qui ne sera pas le cas très longtemps. Est-ce qu'il y a beaucoup de livres pour trouver justement les réponses aux questions de la les livres les plus importants sont les livres de recettes. Il y en a quelques-uns, c'est pas la période la plus faste, mais il y en a quelques-uns. C'est ceux que j'ai cités dans la conférence, mais il y en a d'autres. Hein, mais c'est les débuts des livres de cuisine. Après, ce qui est très intéressant, c'est toute l'iconographie qui nous permet de voir en devinant un peu quel type de volaille. Parce qu'on parle peu de la nourriture, les grands chroniqueurs de l'époque ne parlent pas de la nourriture, on parle ni de la nourriture ni du vêtement, on parle des faits des rois, on parle des traités, on parle des guerres, mais on ne parle pas de la vie quotidienne. Donc c'est dans les annexes des bibliothèques? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis depuis quelques temps, l'alimentation est devenue intéressante, il y a quelques historiens qui se sont penchés là-dessus, donc c'est aussi intéressant d'aller voir ce qu'ils ont écrit. Qui c'est qui a laissé des traces écrites?
Eh bien, quelques grands cuisiniers de l'époque, comme Maître Chicard que j'ai cité tout à l'heure, et puis le fameux ménager de Paris, ce bourgeois anonyme qui a écrit un livre sur la vie quotidienne, en fait, comment tenir une maison à sa très jeune épouse. Et donc on a tout, ce qui nous donne énormément d'informations sur toute la vie quotidienne, comment on vivait tous les jours à Paris. D'accord. Ouais. Merci. Merci à vous. Alors bonjour Catherine Larcher. Bonjour, merci d'avoir ce petit interview avec vous. Comment s'appellent ces journées que vous organisez? Alors donc, en fait, c'est un peu, je dirais, les traits rigueurs de Bergerac, voilà. Et durant 5 ans, on s'est consacré à la Renaissance, qui a été une partie très importante de l'histoire de Bergerac, avec la venue de Catherine de Médicis, ensuite finalement les guerres de religion. On a fait également la Saint-Barthélemy et on a quitté quand même Catherine de Médicis et la Renaissance, ainsi qu'Henri IV, parce qu'on a beaucoup parlé d'Henri IV, qui est venu souvent à Bergerac, à peu près 18 fois, ainsi que sa mère d'ailleurs, Jeanne d'Albret, et qui a fait quand même la 6e paix de Bergerac à Bergerac en 1577. Et là, c'est quelque chose de tout aussi intéressant. On va parler de la présence anglaise. En fait, curieusement, on a été anglais à peu près 3 siècles. On a eu l'armée française qui est venue notamment avec du Guesclin. Mais la ville a été très marquée par cette présence anglaise. On était d'ailleurs le site de la première bataille de la guerre de Cent Ans. Et en 1450, 3 ans avant Castillon-la-Bataille, on a été libérés. Voilà, donc en fait, on est à la fois, voilà, on explore donc l'association, qui est l'association du quartier Centre historique Centre-Ville, qui est une association culturelle et de défense du patrimoine. Voilà, c'est donné comme chantier de réveiller l'histoire de Bergerac, et tout le monde aime beaucoup ça, dans son cadre naturel. Voilà, alors ici on était dans le quartier médiéval. Alors ce matin on a déambulé pour rappeler un peu cette présence anglaise amenée par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, qui avait épousé en premières noces Louis VII, roi de France, qui lui apportait ce duché énorme qui était l'Aquitaine, un duché très riche où il y avait du sel, des porcs, des céréales, une aura extraordinaire parce qu'elle venait d'une grande famille de troubadours. C'était quelqu'un d'extraordinairement cultivé. Et donc Aliénor tombe amoureuse d'Henri de Plantagenet, et qui va devenir roi d'Angleterre. Et en fait, à eux deux, ils vont avoir la moitié ouest de la France, parce qu'il est déjà duc de Normandie. Et voilà, on voulait rappeler l'importance de cette femme dans l'histoire de Bergerac, parce que l'histoire de Bergerac, c'est aussi tout ce que les Anglais ont aimé ici, donc c'est-à-dire le vin, la bonne vie, etc. Et notamment, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, parce que lors de la première bataille de la guerre de Cent Ans, c'est les forces du roi, c'est le cousin du roi qui va venir à Bergerac, et ils vont ripailler juste avant d'arriver ici et de prendre la ville. Hein. On est profondément divisés, nous, les Français, et ils ont une armée de métier, et ils prennent la ville très facilement. Mais ce qu'ils aiment, en fait, c'est nos vins, notre art de vivre, voilà. Et ils reviennent toujours. Voilà, alors on essaye de... Voilà, c'est vraiment les traits rigueurs de Bergerac. On essaie dans le cadre naturel de Bergerac, cette architecture qui est vraiment très jolie, voilà, de reparler d'histoire. Alors là, on va avoir, pendant très longtemps, on a eu Madame Cocula, qui est quand même une des grandes dames de l'histoire. Et aujourd'hui, donc, on a eu une conférence sur la gastronomie à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, qui est très intéressant. Et là, on va avoir une conférence de Yan Laborie sur la naissance de la ville de Bergerac. Alors, est-ce que vous accepteriez d'encourager les gens l'année prochaine à venir plus nombreux suite à ce reportage? Alors voilà, ce qui est vraiment sympa, c'est que paraît-il qu'un événement commence à bien croître à partir de 5 ans. On en est à la 6e année, et en fait, les gens aiment beaucoup qu'on défile. On aime beaucoup quand on se produit dans les rues de la ville, comme on va faire ce soir. À 19h, on sera place du livre de vie. Là, ce sera la partie théâtre de rue, parce qu'on fait toujours du théâtre de rue. Et en fait, on a un public de plus en plus nombreux qui s'intéresse en fait à l'histoire. Voilà, donc on n'est qu'une modeste association, mais on commence vraiment à trouver notre créneau. Et donc, je pense que l'année prochaine, on parlera sans doute une autre partie de cette épopée
de la guerre de 100 ans en fait, parce qu'elle a en fait duré à peu près 100 ans, et qui a été amenée curieusement par des femmes, hein, que ce soit par Aliénor d'Aquitaine, qui a épousé un roi anglais après avoir épousé un roi français, et également la fille de Philippe Cap le Bel, dont le fils a réclamé finalement la France, parce qu'en Angleterre on n'a pas la loi salique, et donc tous les fils de Philippe IV le Bel sont morts. Et son fils a prétendu donc, au trône de France. Et ce qui est très curieux, c'est que, si vous voulez, dans les armoiries de la reine d'Angleterre, il y a toujours le lys de France. C'est quand même une belle histoire. Et on appelle la reine d'Angleterre la dame de Bergerac, oui. Voilà, alors petit à petit, d'ailleurs on est content de vous voir. Hein, vous nous avez, j'ai l'impression, un peu fui. On a toujours eu les médias comme Sud-Ouest, démocrates avec nous, les radios aussi, Bergerac 95. Radio Vallée, mais je suis vraiment contente de vous avoir, voilà, comme quoi. Vous êtes historienne, je crois. Alors moi, j'ai ces deux cultures, je suis à la fois, bon déjà moi au départ j'ai fait des études de droit, et la manière dont se crée un État, je trouve ça très intéressant, j'ai appris ça en droit, mais effectivement, quand je suis arrivée à Bergerac avec mon époux, ça m'a tellement plu que j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'histoire. J'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs, sur la région, hein, je connais très très bien le Bergeracois, et je me suis beaucoup formée avec quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie toujours, c'est Yan Laborie, voilà, qui m'a appris à aimer cette ville, à la découvrir, on a souvent parlé ensemble, et je l'ai découvert aussi avec Madame Cocula, qui a fait sa thèse d'agrégé d'histoire sur l'histoire de la Dordogne de la rivière, et j'ai fait moi une maîtrise d'archéologie industrielle sur le canal de la Linde, sur ensuite le barrage de Salvette, le port de Bergerac. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est l'archéologie industrielle, ça s'intéresse de plus en plus à justement cette partie industrielle. Et maintenant c'est réhabilité. Et moi que je trouve très sympathique, c'est que la rivière est reconnue maintenant, le canal de l'Inde commence à être restauré, le port est débarrassé de ses voitures. Donc petit à petit, ce patrimoine, c'est intéressant parce que ça vous amène des touristes, ça vous amène des passionnés. Et moi, j'ai entendu notamment l'architecte des bâtiments de France me dire, Madame Pia Ninen, qui s'occupe de nous, que finalement la rivière, c'était vraiment un véritable, c'est un plus vraiment pour Bergerac. Voilà, moi c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire. Alors cette architecture justement qui est vraiment la première architecture préfabriquée, là c'est vraiment extraordinaire. L'homme qui s'adapte à sa réalité. Alors là vous avez des galets de rivière dans du mortier de chaux. Voilà, c'est quand même incroyable et ça dure toujours. Et puis ces maisons, on trouvait tout sur place, on trouvait du châtaignier, on trouvait le sable de rivière, on trouvait les briques qui étaient fabriquées partout ici, la paille, et ça fait un espèce de magma, et puis vous plaquez, et en fait vous faites des maisons qui résistent et qui sont très agréables au niveau du confort. L'été elles sont très fraîches, et l'hiver elles sont chaudes. Voilà. Donc c'est très intéressant. Ces connaissances nous viennent ces connaissances maçonniques, elles viennent de qui? Alors ici, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. C'est un passage, je mélange. Alors voilà, il y a quand même un côté rebelle, parce que c'est quand même une terre qui était... Alors ici, c'est un peu les rebelles, parce que Sarlat et Périgueux ont été plus du côté français et du côté catholique. Et nous, on a un petit peu ce côté rebelle qui nous a d'ailleurs pas toujours cerné, moi j'avoue. On est un peu la belle endormie. Mais c'est ça qui fait notre originalité, tout se passait à la fois anglais, et les Anglais reviennent quand même souvent malgré le Brexit. Hein. Et donc, et les protestants, bon, je pense qu'il faudrait parler de ce patrimoine protestant qui est très important, parce qu'au gré des rues, vous trouvez souvent des tombes protestantes. En fait, les protestants étaient enterrés dans leur maison, et le passé ressurgit toujours. Voilà, alors c'est ce qu'on... Voilà, on essaie de montrer, alors on essaie ça de montrer d'une manière ludique, donc de rester très scientifique quand même, et puis en même temps de proposer des spectacles pour apprivoiser l'histoire, je dirais. Donc notamment ce soir on va jouer sur la place du Livre de Vie, qui est quand même une histoire terrible, parce qu'il y a un bourgeois qui a écrit pendant 2-3 ans sur les méfaits de ce qu'on appelait les seigneurs capitaines. Les seigneurs qui se rangeaient plutôt du côté anglais parce que ça rapportait, et qui ont véritablement rançonné la ville,
qui ont fait des choses affreuses. Et on sait qu'à l'époque, même les femmes montaient à la muraille en cas de danger. Voilà, alors nous, notre rôle, c'est de faire que les gens soient bien, qu'on leur rappelle leur passé, le faire découvrir. Voilà, moi, je suis particulièrement heureuse d'avoir eu cette conférencière du goût pour notre banquet médiéval qui a eu beaucoup de succès. Et puis maintenant, il y a Laborie. Et voilà, et ce matin, j'ai défilé avec mon premier époux Louis VII, avec mon deuxième époux Henri II Plantagenet. Et les gens ont adoré. Voilà, donc pour les journées du patrimoine, vous avez prévu quelque chose? Alors voilà, là aussi, on est très heureux d'avoir fait ça. On a invité récemment Frédéric Sully, qui est l'arrière-petit-fils de l'immense comédien Moni Sully. On a fait une soirée chez son ami Samuel Puzzi, dans un château prestigieux à côté de Bergerac, là, un château qui était celui de la famille de Samuel Puzzi. Et donc le descendant de Moni Sully, qui quand même était vraiment triste qu'on ne s'intéresse pas à son illustre grand-père, qui a fait une carrière fantastique, qui est parti aux États-Unis, qui est parti en Angleterre, qui est parti en Russie, qui était l'amant de Sarah Barnard pendant 2 ans, et c'était d'une redoutable. Et ils ont pu, lors de notre repas, s'entendre avec Daniel Garrigue et le service culturel de la ville. Et donc, on sait maintenant que le descendant de Moni Sully va revenir pour les Journées du patrimoine, qu'il va y avoir un programme formidable, une très belle exposition sur Moni Sully, 2 conférences de très très haut vol, et notamment une sur son château de Garrigue, par justement une des grandes de l'architecture, Madame Caroline Mazel, qui va nous parler de l'architecture. Voilà, donc vous voyez, alors ça va se faire, donc c'est le 3e week-end de septembre. Et voilà, donc alors il s'appelle Frédéric Sully, et donc c'est le descendant de Moni Sully. On a fêté le 100e anniversaire du décès de Moni Sully, qui était quand même un grand tragédien. C'était vraiment le Gérard Depardieu de son époque, qui a eu les plus belles femmes. Et plus de Bergerac. Voilà, alors Aliénor, effectivement, elle n'est pas venue, on le sait. Mais ce qui est important, c'est qu'Aliénor a eu des fils, et Jean Santerre, son fils, qu'elle a beaucoup aidé, c'était le plus cyclotimique. Le fils de Jean Santerre a quand même donné ses chartes à la ville. Voilà, donc, les chartes, voilà, donc c'était quand même important. Et on disait qu'elle était toujours derrière Jean Santerre, parce que Jean Santerre était un caractère très particulier. Et elle l'a beaucoup aidé, et quelque part, moi je pense que les chartes de la ville ont été données par Aliénor. Voilà, donc on a voulu s'intéresser à cette histoire. On va parler à Yann Laborie, les chartes. Voilà, il va parler de la naissance de la ville, voilà, il va parler justement de cette présence aussi anglaise qui est incontournable. Moi je pense qu'il Ce sont des chartes... Alors voilà, en fait c'était les rois de France. Alors ici, la rivière Dordogne était une frontière entre les forces françaises et anglaises. Et on sait que certains châteaux étaient plutôt placés du côté français et d'autres du côté anglais. Et en fait, ces rois de France qui ont répondu aux rois d'Angleterre ont construit ce qu'on appelle des villes nouvelles et ont donné aux habitants, qui avaient tendance à être des serfs quand même, une autonomie, ils avaient le droit de se gérer eux-mêmes. Voilà, ils étaient placés sous la tutelle des rois, que ce soit de France et d'Angleterre. Et c'était quand même incroyable, c'était un plus dans ces époques médiévales qui étaient quand même assez sombres. Voilà. Donc c'est une originalité du Sud-Ouest. Alors nous, on n'était pas une Bastide, mais on était quand même une ville libre et fière. Et ça nous a bien réussi. En fait. C'est une bourgeoisie entreprenante qui a pris, mais Yann le dira mieux que moi, qui a pris vraiment, qui est allé très loin, qui est parti en Angleterre, qui a fait descendre ses vins vers Libourne, grand port anglais, ils vont être réembarqués vers Bristol. Et je trouve que voilà, on était quand même une ville fière, et on l'a été quand même, comme Yann Laborie va le parler, la ville des rois-ducs, voilà, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. Voilà. Merci Catherine Marchais. Écoutez, merci beaucoup, j'ai l'impression que j'étais un peu trop longue. Voilà, je suis passionnée, alors, mais néanmoins, là, moi, je laisse la place au maître, voilà. Donc, merci. Merci beaucoup Frédéric.